Notre top 10 féminin est toujours dominé par Elise Mertens pour la 7e saison consécutive. Mais derrière elle, le classement a été pas mal chamboulé, avec plusieurs grosses chutes, des retours au premier plan et l'arrivée progressive de la nouvelle génération. Je vous détaille ça tout de suite. Et je commence donc tout de suite par Elise Mertens qui, sans retrouver le niveau qu'il avait mené aux portes du top 10, confirme qu'elle est une des valeurs sûres du circuit, et en double, qu'elle est une des meilleures de sa génération. Son ratio victoire-défaite en simple est plus favorable que l'an dernier, 32-22 contre 28-23, mais ça ne se ressent pas dans son classement où elle perd même une place. Il lui a sans doute manqué un gros résultat dans un tournoi important pour finir à une position plus enviable. Elle débute la saison en Australie avec la United Cup où elle remporte un match avant de perdre contre Maria Sakkari. Après une surprenante défaite d'entrée à Hobart, elle se hisse au 3e tour de l'Open d'Australie, où elle perd contre Aryna Sabalenka en 2-7. Le 3e tour est un peu son plancher à Melbourne puisqu'elle n'a jamais perdu plus tôt en 6 participations au tableau final. Battue au 2e tour à Abu Dhabi, elle doit passer par les qualifs à Doha, où le tournoi est extrêmement relevé. Elle s'en extirpe mais doit ensuite baisser pavillon face à Danielle Collins. Elle se rend ensuite à Monterrey, où elle est arrêtée en demi-finale par Caroline Garcia. Surprise d'entrée à Indian Wells, elle se hisse tout de même en 8e de finale à Miami, en dominant Daria Kasatkina, alors 8e mondiale. Il s'agissait de la première victoire d'Elise face à une top 10 depuis presque 2 ans. Encore surprise d'entrée à Bogota, elle ne réussit pas une grande tournée sur terre. Elle atteint bien les 8e à Madrid, mais elle s'y incline face à Maya Sherif, une joueuse à sa portée. Elle est ensuite battue dès son entrée en lice à Rome, mais sauf son printemps en se hissant encore en 8e à Roland-Garros. Elle se permet même de prendre largement le dessus sur Jessica Pegula. Dommage qu'elle n'a pas pu concrétiser ses nombreuses occasions lors de sa défaite face à Anastasia Pavlyuchenkova. Sa deuxième partie de saison est marquée par une douleur au dos qui gêne sa préparation à Wimbledon. Elle déclare tout d'abord forfait pour Rose Malen, puis abandonne lors de son premier tour à Eastbourne. Dans le Grand Chelem londonien, elle passe un tour, avant de s'arrêter en 3-7 face à une Elina Svitolina survoltée. Elise semble être remise sur pied lors de la première édition de la nouvelle Hopman Cup puisqu'elle remporte ses 2 matchs de simple. Elle perd ensuite 2 fois consécutivement face à Kasatkina, à Washington et à Montréal. Après une défaite au 2e tour à Cincinnati, elle se hisse encore au 3e tour à l'US Open, et elle parvient même à y prendre un set à Coco Gauff, la future gagnante. Mais elle connaît un petit passage à vide par la suite, puisqu'elle s'incline d'entrée à San Diego, perd au 2e tour à Guadalajara, puis bute à nouveau sur la première marche à Pékin. Elle se relève un peu en toute fin de saison, avec un quart de finale à Hong Kong, puis à Monastir où elle remporte le titre sans perdre le moindre set. Il s'agissait là de son 8e titre WTA, le premier depuis Monastir un an plus tôt. En double, Elise et sa partenaire Storm Hunter ont été élues équipe de l'année par la WTA, une récompense qu'elles doivent surtout à leur régularité, puisqu'elles n'ont pas remporté de très grands titres côte à côte. En Grand Chelem, elles ont surtout atteint la finale de Wimbledon, perdue en 2-7 serrés, lors d'un des plus beaux matchs de double féminin de la saison, face à la paire Sueitei Barbora Strikova. Elles ont aussi atteint les quarts de l'Open d'Australie et les demi-finales du Masters, et ont tout de même remporté 2 tournois importants, les WTA 1000 de Rome et de Guadalajara. En simple, Elise a largement les moyens de retrouver sa place dans le top 15 si elle parvient à jouer une saison complète sans blessure. En double, elle tentera de retrouver sa première place mondiale, mais plus avec Hunter puisqu'elle a décidé de refaire équipe avec Sueitei. L'une des très grosses satisfactions de la saison est le retour de Grace Minen à son meilleur niveau, et même au-delà. L'Anversoise de 26 ans avait déjà fait une incursion dans le top 100 en 2021, mais une blessure vient lui gâcher la saison suivante. Elle abandonne à plusieurs reprises et doit même se mettre au repos complet en octobre-novembre. Elle n'est plus que 225e lorsque commence 2023, soit son pire classement depuis 5 ans. Mais sa nouvelle collaboration avec Philippe Dehaas lui donne un vrai coup de boost. Pourtant les choses ne démarrent pas trop bien puisque tant aux 60 000 $ de Canberra qu'à l'Open d'Australie, elle est battue au premier tour des qualifications. C'est durant la saison indoor qu'elle retrouve le sourire. Elle remporte successivement le 60 000 $ de Sunderland et le 40 000 de Porto, avant d'atteindre une nouvelle finale en W60 à Altenkirchen. En Allemagne, elle n'est battue qu'en 3-7 très serrés par Clara Tauson. Elle enchaîne au mois de mars avec 2 demi-finales à ce niveau dans les tournois slovaques, où c'est à chaque fois Océane Dodin qui met fin à son parcours. Lors de la 2e semaine, elle domine tout de même la Bulgare Tomova, 91e mondiale. Elle termine sa tournée indoor par un nouveau quart de finale en W60 à Croissy-Beaubourg. Le retour en plein air ne la freine pas puisqu'elle atteint tout d'abord les demi-finales à Oeiras, puis la finale du WTA 125 de Saint-Malo. Au premier tour du tournoi breton, elle domine Claire Liu
55e mondial. La semaine suivante, elle atteint une nouvelle finale dans un 100 000 $ à Trnava. Elle y bat notamment la numéro 1 mondiale junior, Lucie Havlikova. Déjà remontée de plus de 100 places grâce à ce super début d'année, Grete doit encore passer par les qualifications à Roland-Garros et à Wimbledon. Elle s'incline au dernier tour à Paris, mais rejoint le grand tableau à Londres, avant de perdre contre Ostapenko. Entre les deux, elle franchit un tour lors du WTA 250 de Rosmalen, et durant l'été, elle perd d'entrée lors des qualifications du WTA 250 de Prague, mais se hisse en finale du WTA 125 de Kozerski. Mais c'est sans doute à l'US Open qu'elle va réussir la plus belle perf de sa saison. Elle sort à nouveau non sans mal des qualifications, puis domine Venus Williams et Sakia Vickeri avant de baisser pavillon face à Daria Kasatkina au troisième tour. C'est la deuxième fois de sa carrière qu'elle va si loin dans un grand chelem, après y être parvenue lors de l'US Open 2021. En septembre, elle se hisse encore en demi-finale du WTA 250 de Canton, en battant 2 top 100. Ce n'est que la deuxième fois qu'elle rejoint le dernier carré d'un tournoi de ce niveau. Elle enchaîne avec un quart au WTA 125 de Rouen, puis perd d'entrée au WTA 250 de Cluj. Grete termine la saison avec une victoire, puisqu'elle apporte un point crucial dans la rencontre de Billie Jean King Cup face à la Hongrie. En plus de cette très belle remontée en simple, Grete a également réalisé une superbe saison en double. Son point d'orgue est certainement son quart de finale à Roland-Garros, pour la deuxième année consécutive, mais aussi sa victoire au WTA 125 de Saint-Malo, et dans 3 autres 60 000 $. En 2024, elle tentera encore de progresser sur les deux tableaux. Elle possède les armes pour viser un top 30 dans les deux catégories. L'autre grande satisfaction de ce top 3, et qui est sans doute plus inattendue encore, c'est le retour au premier plan de Yanina Wickmeyer. Pour les plus jeunes qui ne s'en souviennent pas, Yanina a tout de même atteint les demi-finales de l'US Open en 2009 et 4 autres huitièmes en Grand Chelem. Elle a atteint le 12e rang mondial l'année suivante et remporté 5 titres WTA de 2009 à 2016. Durant cette période, elle a tenu le tennis féminin belge à bout de bras avec Kirsten Flipkens. Mais quelques blessures et une certaine lassitude l'ont empêchée de tenir ce niveau. Elle a alors connu un net recul au classement pour végéter 4 ans entre la 120e et la 170e place. Durant l'automne 2020, elle annonce être enceinte et mettre sa carrière en pause. À 31 ans et alors que son meilleur tennis semblait loin derrière elle, cela ressemblait fort à une fin de carrière. Et son retour en février 2022, 10 mois après la naissance de sa petite fille, en a laissé plus d'un sceptique. Pourtant, 5 mois plus tard, elle sortait des qualifications à Wimbledon et franchissait même un tour dans le tableau final. Ce fut toutefois, de loin, son meilleur résultat d'une saison qu'elle termine hors du top 300. Pas encore de quoi qualifier son retour de succès. Par contre, dès janvier 2023, elle remporte un 40 000 $ à Tallinn. Elle atteint une autre finale à ce niveau un mois plus tard, ainsi que 2 demi-finales en W60, en battant plusieurs joueuses du top 200. Durant le printemps, elle atteint une demi en 60 000 $, puis remporte le 100 000 $ de Trnava en dominant largement Grete Minen en finale. Pourtant, ce tournoi se disputait sur terre battue, sa moins bonne surface. À Roland-Garros, elle est battue au deuxième tour des qualifications. Bien plus à l'aise sur le gazon, elle remporte un nouveau 100 000 $ à Surbiton, où elle avait pourtant dû passer par les qualifications. Elle se hisse ensuite en quart de finale du WTA 125 de Gaiba, en obtenant un très joli succès sur Sofia Kenin. À Wimbledon, elle sort à nouveau des qualifications, mais perd cette fois au premier tour du tableau final. Durant l'été, Yanina se hisse en demi-finale du WTA 250 de Varsovie. Elle n'y perd que face à la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Cette performance lui permet de retrouver le top 100 mondial pour la première fois depuis presque 6 ans. Elle doit toutefois abandonner la semaine suivante à Prague, après s'être un petit peu bloqué le dos. Elle revient pour l'US Open et y perd au dernier tour des qualifications. Elle est toutefois repêchée pour le grand tableau et y bat Vera Zvonareva avant de perdre contre Madison Keys. Elle est ensuite battue d'entrée au WTA 1000 de Guadalajara par Elise Mertens. Battue en qualif à Pékin, elle atteint une nouvelle demi-finale à Séoul, puis termine la saison par une démonstration en Billie Jean King Cup où elle remporte ses 2 matchs. Comme Grete, Yanina a également réalisé une très belle saison en double, puisqu'elle a remporté 6 titres, dont la moitié avec Grete justement. Le plus important est le WTA 250 de Varsovie, qu'elle remporte avec la Britannique Heather Watson. Il s'agit de son 5e titre en double sur le grand circuit. Alors qu'elle a fêté ses 34 ans il y a 2 mois, il est difficile de savoir combien de temps Yanina Wickmeyer pourra rester à son meilleur niveau. Mais elle a largement le talent pour revenir au moins dans le top 40. Après les belles performances de nos 3 meilleures joueuses, on arrive aux premières Belges qui ont connu une saison difficile. Et c'est même un euphémisme pour qualifier l'année d'Isaline Bonaventure. La Stavlotaine avait pourtant tout en main pour enfin percer au plus haut niveau après avoir atteint le top 100 à la fin de la saison 2022. C'était un objectif après lequel elle courait depuis longtemps et qui agissait un peu comme une chape de plomb sur ses épaules.
Elle avait en effet déjà terminé 6 saisons entre la 100e et la 200e place mondiale, mais n'était jamais parvenue à faire son entrée parmi les 100 meilleurs. Ce Graal enfin atteint aurait pu lui donner des ailes et libérer totalement son talent incontestable, mais il en est allé tout autrement. Pourtant tout semblait aller pour le mieux. Dès la première semaine de l'année, elle sort des qualifications du WTA 250 d'Auckland, puis bat plusieurs top 100, dont la 40e Leylah Fernandez, pour se hisser en demi-finale. Et c'est la première fois de sa carrière qu'elle se hissait dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Circuit. Elle passe encore un tour à Hobart, mais est largement battue au premier tour de l'Open d'Australie face, il est vrai, à la 20e tête de série Yekaterina Alexandrova. La fin de son hiver est encore plutôt bon, elle passe en effet un tour à Mérida, puis atteint même les quarts de finale à Monterrey, où elle n'est battue qu'au tie-break du dernier set par Donna Vekic, l'une des grandes animatrices de la saison, comme je vous en parlais dans la vidéo sur les progressions de l'année. Elle sort encore des qualifications à Indian Wells, mais ses résultats commencent à prendre une tournure inquiétante. À plusieurs reprises, elle perd des rencontres après avoir eu le match en main. Ce fut par exemple le cas lors de ses 2 rencontres de Billie Jean King Cup face aux Canadiennes, 2 défaites qui vont lui faire très mal, tant cette compétition lui tient à cœur. Elle perd ensuite face à des joueuses largement à sa portée, comme Ruiz à Madrid, Townsend à Rome ou Grabber à Rabat, 3 rencontres où elle avait pourtant pris le premier set. Son moral est au plus bas lorsqu'elle arrive à Roland-Garros et elle ne prend que 2 jeux à la Russe Blinkova. Sur gazon, elle obtient un résultat correct avec un quart de finale au WTA 125 de Gaiba, mais elle est aussi battue d'entrée par des qualifiés tant à Rosmalen qu'à Wimbledon. On ne le sait pas encore, mais sa saison s'arrêtera là. 2 mois plus tard, elle annonce sur les réseaux avoir fait un burn-out et perdu totalement le goût du jeu lors de ses dernières rencontres sur le circuit. Mais ce break, loin de toute raquette, lui a fait beaucoup de bien. Elle a enfin pu prendre les vacances et passer du temps avec ses proches. Elle décide alors de prolonger ce moment de ressourcement jusqu'à 6 mois afin de pouvoir bénéficier d'un classement protégé à son retour en 2024. Cette longue pause peut lui être très bénéfique car elle a eu l'occasion de travailler physiquement sur une longue durée. Si sa motivation ne la quitte pas à nouveau, elle peut retrouver un classement dans le top 100 dès cette année et voir encore plus haut par la suite. Pour Marina Zanevska, 2023 est aussi marqué par une grosse chute, mais celle-ci est définitive. Trop souvent diminuée par des douleurs au dos, elle a en effet décidé de mettre un terme à sa carrière. Depuis la fin du confinement, sa carrière avait pourtant pris une belle tournure puisqu'elle était enfin entrée dans le top 100, culminant même à la 62e place mi-2022. Elle avait aussi remporté 2 titres sur le grand circuit, un 250 à Gdynia en 2021 et un 125 à Rouen en clôture de la saison 2022. C'est donc après ce succès que Marina a entamé l'année 2023 et d'entrée elle réalise une nouvelle belle performance à Hobart où elle sort les qualifications puis bat Elise Mertens. Ce n'est que Sofia Kenin qui met un terme à son parcours. À l'Open d'Australie, elle est battue d'entrée, mais pas sans offrir une belle résistance à la 9e mondiale Veronika Kudermetova. De retour en Europe, elle atteint les demi-finales au WTA 250 de Lyon, avec des superbes victoires face à Choi Zheng, 23e mondiale, ou Potapova, 43e. En moins d'un mois, avec Mertens et Zhang, Marina a obtenu ses 2 premières victoires de sa carrière face à des joueuses du top 30. À ce moment, elle semble au sommet de son tennis. Mais la bulgo-ukrainienne vit avec une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Depuis des années, elle traîne une blessure chronique au dos et elle sait que sa carrière ne pourra pas être trop longue sans risquer de nuire durablement à sa santé. Et dès mi-février, son dos la fait de nouveau souffrir. Elle doit abandonner d'entrée au premier tour des qualifs à Doha. Toujours souffrante, elle perd ensuite encore au premier tour préliminaire à Dubaï, puis dans le grand tableau à Indian Wells et Miami. Elle remporte tout de même 2 matchs sur terre battue et signe d'ailleurs une belle victoire sur Sofia Kenin à Madrid, mais elle s'incline encore d'entrée à Roland-Garros et à Wimbledon. Incapable de jouer sans ressentir de douleur depuis plusieurs mois, elle prend la décision d'arrêter définitivement. Mais Marina ne veut pas partir sans un dernier tour d'honneur. Elle annonce qu'elle disputera son tout dernier tournoi à l'US Open. Et le sort lui est favorable puisqu'elle doit affronter d'entrée la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka, ce qui lui permet de disputer son dernier match officiel sur l'un des cours les plus mythiques de la planète, le Louis Armstrong Stadium. C'est évidemment dommage d'être contrainte à la retraite quelques jours seulement après son 30e anniversaire, mais Marina peut être fière de sa carrière et on lui souhaite évidemment beaucoup de chance dans ce nouveau projet. À l'image d'Alexander Blocks et de Gilles Arnaud Bailly chez les garçons, Sofia Kosoulas n'a encore que 18 ans et j'analyserai donc sa saison lors de la prochaine vidéo, qui sera aussi la dernière, présentant les 10 meilleurs espoirs belges. C'est vrai qu'elle ne joue quasiment plus que chez les adultes depuis 16 mois maintenant, et avec de très bons résultats vu son âge. Mais c'était juste impossible pour moi de ne pas la présenter avec les autres joueurs de sa génération, vous verrez pourquoi dans quelques jours. Au classement, elle peut ambitionner une place dans le top 150 en 2024.
comme chaque année depuis 2018, Marie Benoît termine la saison dans le top 300. On peut même dire que 2023 est sa meilleure année, tant elle a obtenu des résultats qu'elle n'avait jamais obtenus jusque-là. Malheureusement, une fin d'année plus compliquée plombe un peu son bilan global. C'est aux États-Unis que Marie commence sa saison. Elle perd d'abord d'entrée dans un 25 000 $, mais remporte ensuite la plus belle victoire de sa carrière en s'imposant aux 60 000 $ de Vero Beach. Il s'agit de son 10e titre sur le circuit ITF, mais de loin le plus important. En finale, elle prend même la mesure d'Emma Navarro, alors 148e mondiale, mais qui est aujourd'hui proche du top 30. Marie poursuit alors sa tournée américaine au W25 d'Orlando, où elle passe encore un tour. De retour en Europe, elle obtient le même résultat à Bath, mais signe ensuite un deuxième succès à Glasgow. Lors de cette semaine en Écosse, le Pennoise fait preuve de beaucoup de résilience, puisqu'elle remporte 4 de ses 5 matchs après avoir perdu le premier set. C'est notamment le cas en finale contre Heather Watson. De retour sur terre battue, elle atteint encore 2 quarts de finale, un dans un W25 aux Baléares, et l'autre dans un W60 en Suisse. Malheureusement un peu diminuée par une douleur au bras, elle perd d'entrée et assez largement au premier tour des qualifications de Roland-Garros face à la jeune Erika Andreeva. Peu à l'aise sur gazon, elle perd aussi au premier tour préliminaire, tant au 100 000 $ d'Ilkley qu'à Wimbledon. En début d'été, Marie remporte un 3e titre lors du 25 000 $ d'Aschaffenburg, puis atteint un quart de finale au W60 d'Olomouc. Ses performances lui permettent de faire enfin son entrée dans le top 200. Mais ses résultats en août sont moins bons, puisqu'elle perd d'entrée dans 2 tournois ITF, puis lors des qualifications de l'US Open. Elle se reprend en septembre en sortant des qualifications d'un WTA 125 en Roumanie, avant de passer un tour dans le tableau final. Elle atteint encore ensuite un bon quart de finale dans un 40 000 $, mais la fin de saison de Marie est nettement plus compliquée. Elle termine en effet sur 5 défaites consécutives entre début octobre et mi-novembre. Et c'était chaque fois face à des joueuses classées entre la 350e et la 450e place, donc a priori à sa portée. Son classement s'en ressent, et elle ressort du top 250 en fin d'année, ce qui la prive de qualification à l'Open d'Australie. Marie va avoir pas mal de points à défendre durant le premier mois de 2024, ce qui va lui mettre pas mal de pression, mais elle a le talent pour revenir dans le top 200 en deuxième partie d'année. Il n'y a qu'une seule entrée dans le top 10 féminin belge, qui est, il est vrai, assez stable depuis plusieurs années. C'est Anne van de Winkel qui, à 19 ans, remplace une Kirsten Flipkens partie à la retraite. Anne a réalisé une belle carrière chez les juniors, où elle avait atteint le top 20, et ne cesse de progresser sur le circuit depuis ses premiers pas, il y a un tout petit peu plus de 2 ans. Durant sa première saison, en 2022, elle a rapidement trouvé sa place sur le circuit des 15 000 $, en remportant même 3 en Tunisie, durant l'automne. Anne commence 2023 avec un quart de finale dans un 25 000 $ à Bath, au Royaume-Uni, où elle était sortie des qualifications. Elle revient ensuite à la catégorie inférieure et remporte un 4e titre à Manacor dans les Baléares, un tournoi qu'elle remporte d'ailleurs en simple et en double. Après un quart et une demi-finale à Antalya, elle retourne dans les 25 000 $, elle sort des qualifications dans un tournoi de ce niveau en Espagne et se hisse à nouveau en quart. Malheureusement, après avoir participé aux interclubs en France, elle se blesse et doit faire une pause jusqu'au début de l'été. À son retour, elle sort des qualifications dans 2 25 000 $ à Stuttgart et à Aschaffenburg. Lors du premier, Anne perd contre Marie Benoît au premier tour du grand tableau. Lors du deuxième, elle poursuit sa route jusqu'en demi-finale, avant à nouveau de s'incliner face à l'Openoise. En août, elle atteint la finale du 15 000 $ de Kogé, où elle obtient son premier succès face à une top 200, la grecque Grammatikopoulou. À Coxide ensuite, elle se hisse également en finale et passe même tout près du titre, mais cette fois, c'est pour le compte d'un 25 000 $. Elle atteint encore un quart à ce niveau à Braunschweig, avant de disputer quelques épreuves plus importantes, sans grand succès, dans un premier temps. Il faut attendre le mois de novembre pour la voir atteindre une demi-finale dans un 40 000 $ à Pétange. Si elle bénéficie du forfait de la tête de série numéro 1 en quart, elle réalise tout de même sa plus belle perf au premier tour, en dominant l'Ukrainienne Snigur, 121e mondiale. Anne termine sa saison par 2 25 000 $ à Chypre. Lors de la seconde épreuve, elle est battue par Sofia Kostoulas au deuxième tour, mais lors de la première, elle avait décroché son plus gros titre à ce jour, en dominant d'ailleurs Sofia en finale. Aujourd'hui proche du top 300, elle va pouvoir se concentrer sur les épreuves de 25 000 $ dès le début de 2024. Vu qu'elle a relativement peu de points à perdre avant l'été, elle peut clairement viser une place dans le top 200 en fin d'année. Deuxième de notre classement à la fin de la saison passée, Alison Van Uytvanck dégringole en raison de ses problèmes au dos. Présente dans notre top 5 depuis 2011 et même dans notre top 3 depuis 2016, la Brabançonne n'occupe désormais plus que la 9e place. Au classement WTA, elle qui a été 37e mondiale à son sommet en 2018, est désormais sortie du top 300 pour la première fois depuis 12 ans.
Il faut dire que sa carrière a depuis longtemps été rythmée par son état de santé. Elle avait notamment dû être opérée de la cheville droite durant l'année 2016, où il était même ressorti du top 100, puis du bras, ce qui lui avait fait manquer les 2 premiers mois de la saison suivante. Et puis il y a eu ses problèmes respiratoires récurrents, responsables de nombreux forfaits. Blessée au dos durant l'été 2022, elle avait déjà dû faire une croix sur une partie de la fin de saison, ce qui avait déjà provoqué un recul au classement, puisqu'elle était dans le top 50 avant Wimbledon, mais n'avait fini l'année qu'à la 72e place. La saison 2023 devait donc marquer son retour après ces quelques mois de galère, et elle l'a plutôt bien démarré en remportant notamment ces 2 rencontres de United Cup, puis en battant Magdalinette au premier tour à Hobart. On se souvient que 2 semaines plus tard, la Polonaise atteignait les demi-finales de l'Open d'Australie. À Melbourne justement, Alison offre encore une belle résistance à Petra Kvitova au premier tour. Elle passe encore un tour à Lyon avant de prendre un set à Caroline Garcia, puis à Linz. Mais son problème de dos ressurgit alors. Elle souffre en fait d'une double hernie discale. Elle décide de se mettre au repos pour de longs mois afin de se soigner définitivement. Elle ne revient que début octobre et tout de suite remporte à 25 000 $ à Reims, mais les douleurs reviennent déjà et au premier tour du 60 000 $ d'Hambourg, elle jette à nouveau l'éponge au bout de seulement 17 minutes, ce qui marque définitivement la fin de sa saison. Ce nouvel arrêt la prive aussi de la tournée en Australie, et c'est la suite de sa carrière qui va être en jeu. Si elle peut enfin rejouer sans douleur, elle a largement les moyens de se rapprocher à nouveau du top 100, même sans jouer une saison complète, mais y arrivera-t-elle ? En attendant, Alison a déjà préparé son avenir puisque, avec sa compagne Emily Vermeeren qu'elle a épousée en juillet dernier, elle a ouvert une salle de sport et de remise en forme à Alost. Les blessures, c'est quelque chose que Magali Kempen connaît bien également. Comme Alison, elle a souffert du dos, mais aussi des abdominaux et de plusieurs autres pépins qui l'ont même fait sortir du classement fin 2018, alors qu'elle avait atteint le top 500 un an plus tôt. Le confinement et d'autres ennuis de santé ont encore freiné son retour, et elle n'avait pu enfin disputer une saison complète qu'en 2022. Les résultats n'avaient alors pas tardé à arriver. Elle a notamment remporté son plus gros tournoi jusque-là, un 25 000 $, à jouer les tours, et surtout atteint la finale d'un 80 000 $, également en France, au point qu'elle terminait cette année-là aux portes du top 200, et qu'elle obtient même son ticket pour disputer les qualifications de l'Open d'Australie, son premier grand chelem, en janvier 2023. Même si elle est battue d'entrée, l'expérience lui est très favorable. Elle atteint d'ailleurs les demi-finales du W60 de Sunderland dans la foulée. La suite de son hiver est un peu plus compliquée. Elle ne remporte que 2 rencontres durant ses 4 tournois suivants, mais perd à chaque fois en 3-7 face à des adversaires nettement mieux classés. Elle remporte alors son plus beau succès, en s'imposant lors du 40 000 $ de Sobota en Slovénie. Cette victoire lui permet d'ailleurs de faire son entrée dans le top 200. Magali passe ensuite un tour dans des tournois ITF plus gros, ainsi que le WTA 125 de Florence. Après une défaite d'entrée en qualification de Roland-Garros, elle dispute son premier tournoi sur gazon au W100 de Surbiton. Elle y rejoint le tableau final, mais perd au premier tour. Elle s'incline lors de ses 3 autres rencontres sur herbe, au WTA 125 de Gaïba, ainsi que dans les qualifications de Rosmalen et Wimbledon. Ceci marque le début d'une longue traversée du désert pour la Limbourgeoise, qui perd en tout 11 matchs consécutivement, notamment en qualif de l'US Open. Cette longue série de 11 défaites, dont 7 où elle a pourtant remporté un set, l'a fait chuter d'une centaine de places. Même si elle limite la casse en remportant quelques matchs en fin d'année, Magali Kempen ne peut être satisfaite de son classement actuel. Celui-ci pourrait même encore baisser car elle a pas mal de points à défendre au début 2024. Si elle retrouve la confiance, elle peut certainement retrouver le top 250 et se relancer totalement en vue de l'année suivante. Depuis l'été 2021, Kimberly Zimmerman a décidé d'arrêter sa carrière en simple, où elle ne parvenait pas à pleinement s'épanouir, après avoir pourtant frôlé le top 200 2 ans plus tôt. Comme ses bons résultats en double lui permettaient de prendre part au plus gros tournoi, elle s'est concentrée sur cette discipline, où elle continue à briller depuis lors, malgré un petit recul au classement cette année. Sa tournée australienne avec l'Ukrainienne Kichenok est plutôt bonne. Elle passe un tour à Adelaide et à l'Australian Open, et atteint même les demi à Hobart. Elle se hisse ensuite en quart de finale à Linz, et surtout au WTA 1000 de Dubaï, mais elle subit aussi une longue série de défaites au premier tour par la suite, lors des gros tournois d'Indian Wells, Miami ou Madrid notamment. Elle parvient tout de même à remporter un match à Rome, et surtout à Roland-Garros, où elle avait les points d'un quart de finale à défendre aux côtés de Marina Zanevska. Sa tournée sur gazon est plutôt correcte, elle passe en effet un tour dans les 3 tournois qu'elle dispute, à Berlin, Bad-Homburg et Wimbledon. Mais c'est au lendemain de ce périple qu'elle va réaliser la meilleure performance de sa saison, en remportant le tournoi de Palerme aux côtés de la Russe Yana Sissikova. Il s'agit de son 4e titre WTA en 2 ans et du
troisième consécutif à Palerme, puisqu'il s'y était aussi imposée en 2021 et 2022. La suite de son été est moins brillante, puisqu'elle ne gagne qu'un seul match lors des 5 tournois suivants. Kimberly s'incline notamment au premier tour de l'US Open face à la paire formée par Grete Minen et Jelena Wickmayer. Elle se reprend bien en début d'automne, en atteignant 2 finales consécutives en WTA 125 à Parme et à Rouen. Elle termine sa saison avec encore un tour passé au WTA 250 de Cluj et un autre au WTA 125 d'Angers. Sans ces 2 mauvaises passes au printemps puis à l'été, Kimberly Zimmerman aurait certainement pu rester dans le top 50. C'est dans ce cercle qu'elle doit s'installer durablement en 2024, peut-être en cherchant un peu plus de stabilité au niveau de ses partenaires.